Aujourd'hui, 26 septembre 2016, Zayana, témoin des émeutes à Charlotte qui se sont déroulées les nuits du 21 au 23 septembre de cette même année, paraît devant les conseils municipaux de la ville. Nous ne devrions pas avoir à manifester parce que vous nous traitez mal. Âgée seulement de 9 ans, Zayana Oliphant dénonce l'injustice et les discriminations qu'exerce la police sur la population afro-américaine. S'exprimant sur l'oppression qu'elle ressent, l'émotion est forte et les ressent de tension palpable. Mais elle poursuit la voix tremblante et les larmes aux yeux. C'est une honte que nos pères et mères soient tués. C'est une honte que nous ayons à aller sur tombe et que nous devions les enterrer. Les mots sont forts, le message est puissant. Mais ce qu'elle veut avant tout dénoncer à cet instant-là, c'est l'homicide de Keith Lamont Scott, un afro-américain de 43 ans, abattu par un officier de police, blanc. Retournons en arrière jusqu'au 20 septembre 2016. Ce jour-là, Keith sort tout juste de sa voiture lorsqu'on l'interpelle. Un officier de police, faisant un contrôle de son appartement, lui hurle de jeter son arme. Keith refuse d'obtempérer et la garde à sa ceinture. Les tirs retentissent. Keith reste au sol, devant sa femme, une balle dans l'épaule. Selon la rapidité et la violence de l'affront, le policier est coupable, nous direz-vous. Faux. Selon le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique, Keith était dans son droit de porter une arme sur lui. Mais, selon les nombreuses autres lois régulant l'usage des armes à feu, il est autorisé d'utiliser les armes à feu pour se défendre une tierce personne ou son domicile s'ils sont attaqués. Mais il est aussi possible de les utiliser en cas de crainte de mort ou d'un préjudice corporel sérieux. Keith, refusant de jeter son arme, a été jugé comme une menace éventuelle. Le policier lui tire dessus, il est dans son droit, sa peine est soulevée. Nous vous demandons donc, la justice est-elle juste? Certes, en tirant sur Keith, ce policier était en toute légalité. Mais l'assassinat raciste peut-il être associé à la notion de légitimité? Je ne pense pas. Selon l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout individu a droit à la vie et à la sûreté de sa personne. Mais comment parler de sûreté de la personne lorsque, d'après le quotidien britannique The Guardian, un jeune homme noir a 5 fois plus de chances d'être abattu par la police qu'un jeune homme blanc? Alors, une autre question se pose. À qui revient la faute de ces bavures? Aux forces de l'ordre américaines? À un texte de loi permettant une trop grande liberté d'interprétation à qui souhaite l'utiliser à ses dépens? À l'incapacité d'agir du premier président noir américain, Barack Obama? À l'industrie cinématographique d'Hollywood, considérée par certains trop sujet aux préjugés sociaux? Ou tout simplement à un ensemble de conjectures menant à une société mondiale repliée sur elle-même, paranoïaque ou même parfois profondément raciste? Car en effet, ces bavures policières ne proviennent pas d'une nation isolée, mais bien de la plus grande puissance culturelle au monde. Ceci étant ainsi le reflet d'une manière de penser commune. Celle qu'un noir est plus dangereux qu'un blanc. C'est dans ce contexte ambigu que démarrèrent tumultueusement les émeutes de Charlotte, durant lesquelles le peuple révolté s'est soulevé et s'en est pris directement au gouvernement par la haine et la violence, dans le but de condamner l'oppression exercée sur la communauté afro-américaine par l'injuste justice. Cet épisode de violence n'est pas le premier à laisser transparaître la colère et le ras-le-bol populaire. En effet, aux États-Unis, des bavures policières résultant par des émeutes ont été plutôt fréquentes, et ce, depuis des décennies. Par exemple, en 1965, suite à une année écoulée après la loi des droits civiques de 1964, aucune politique de lutte contre la discrimination est engagée. Ainsi, l'arrestation injustifiée d'un certain dénommé Market Fry suffit alors à raviver l'indignation et la colère d'une communauté afro-américaine malade des injustices qu'elle doit endurer. Ces épisodes de violence aboutiront à un quartier saccagé, pillé et incendié. 34 morts, environ 1100 blessés, 4000 arrestations et plus de 35 millions de dollars de pertes matérielles. Alors, force est de constater que 50 ans plus tard, 50 ans après que ces fameuses lois de 1964 soient proclamées, interdisant les ségrégations raciales et toute autre discrimination basée sur le genre, la religion ou l'origine, 50 ans après qu'un certain Martin Luther King a relaté le 28 août 1963
devant des foules rassemblées au pied du mémorial Lincoln à Washington, qu'il avait eu un rêve. Le rêve qu'un jour, ces 4 petits-enfants ne vivront pas dans une nation où ils seront jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Que 50 ans plus tard, ces discriminations perdurent, et que le deuil du ségrégationnisme n'est toujours pas entamé, comme pouvait nous le laisser croire l'élection du 44e président américain et premier président noir, Barack Obama. Toutefois, certains y croient encore, comme le prouve le mouvement militant afro-américain Black Lives Matter, une organisation qui se mobilise contre le racisme anti-noir et le profilage racial qui s'intensifie aux États-Unis de par la montée au pouvoir du parti républicain de Donald Trump et de sa branche extrémiste, le Tea Party. Ceci entraînant ainsi avec eux les membres bien connus de l'organisation du Ku Klux Klan, qui les soutiennent malgré un effectif réduit de 4 millions à 8 000 partisans. Ainsi, mesdames, messieurs, vous qui nous écoutez, nous n'oublierons pas de vous rappeler la montée extrême partout dans le monde, et plus particulièrement en France, la nation initiatrice de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Alors, libre à vous tous d'en discuter autour de vous, D'en débattre si nécessaire, mais souvenez-vous qu'il ne s'agit en rien d'un cas isolé. et comme le disait Martin Luther King, À la fin, nous ne nous souviendrons pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis.